Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Je vous donne rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'interroge, un long voyage est-il fait pour tous ? Avec Rose et Stéphanie, nous avons décidé de mettre les pieds dans le plat et de poser franchement la question. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux où tout est beau, tout est parfait, on a l'impression que faire un long voyage en famille, ce n'est qu'amour, joie et bonheur. Quand on parle d'un tel projet, nombreux sont ceux qui nous répondent « Comme vous avez de la chance, j'en rêve ». Mais est-ce vraiment leur rêve ou celui des autres ? Est-ce vraiment si idyllique de partir voyager avec ses enfants pendant plusieurs mois ? Est-ce que ce type de voyage doit être un but en soi ? Le voyage à avoir fait dans sa vie ? Nous ne sommes pas sûrs que oui. Et nous avons donc décidé, avec mes 2 invités, d'après nos expériences, de vous parler des inconvénients d'un long voyage en famille. Pour le coup, j'avoue, c'est un peu osé sur un podcast où on prône les bienfaits du voyage en famille et où on reçoit des témoignages toujours plus enthousiastes au sujet des différentes expériences d'aventure vécues par les uns et les autres. Mais il ne faut pas se voiler la face. Même dans un projet aussi extraordinaire que celui d'un tour du monde en famille, il y a des aspects négatifs. Et nous pensons qu'il vaut mieux en avoir conscience avant que trop tard. Alors dans cet épisode, je donne la parole à 2 mamans voyageuses. Rose, vous la connaissez peut-être déjà, puisqu'elle a déjà participé au podcast à 2 reprises, avec un épisode sur le voyage avec un enfant qui a des troubles du comportement, et un épisode qu'on avait dédié à la place d'Instagram dans le voyage. Je vous mets évidemment les liens dans la description de cet épisode-ci, si jamais ça vous intéresse. Et Stéphanie est la maman d'une famille de 4, elle revient tout juste, comme moi, d'1 an de voyage en famille à travers le monde. Vous pouvez retrouver Rose et Stéphanie sur Instagram. Rose se cache sous le nom de Bibi Family Trip et Stéphanie sous le nom de Les Attrape-Mondes. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Stéphanie, Rose, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast de Parents Voyageurs. On est ici parce que vous avez été un petit peu à l'initiative aussi du sujet. On a réfléchi ensemble au sujet du jour, à la tournure qu'on a envie de donner à cette conversation et je sens d'avance que ça va être très riche. Donc merci beaucoup à toutes les 2. Bonjour Flo et bonjour Rose et ravie d'être là. Salut Flo, salut Steph. Pour commencer, mesdames, si vous voulez bien, on va suivre la tradition du podcast de Parents Voyageurs. Est-ce que vous voulez bien vous présenter ainsi que vos familles, s'il vous plaît ? Eh bien, avec plaisir. Donc, moi, c'est Stéphanie. J'ai 41 ans. Je viens de terminer un tour du monde de 12 mois avec ma famille, donc qui est composée donc de Greg, mon conjoint, et puis de mes 2 enfants, Adriane et Mila, qui ont 10 ans pour Adriane et 7 ans pour Mila. Et on a effectivement parcouru, je dirais quand même bien le monde pendant 12 mois, puisqu'on a visité 15 pays sur 4 continents. Donc une extrêmement belle aventure qu'on a vécue et on est rentré là il y a seulement 2 mois maintenant. Eh bien, coucou, donc moi c'est Rose, j'ai 42 ans, je te bats un petit peu là Steph. J'ai coutume de dire que nous on est toujours en lien avec des familles tour du mondistes, mais on n'a pas encore fait le tour du monde, même si on a parcouru 17 environ, non même 27 destinations. J'ai beaucoup voyagé moi toute seule et puis ensuite avec mon conjoint donc Jean-Yves. Et petit à petit, avec 1, puis 2, puis 3 enfants, et on a fait une dizaine de destinations avec nos enfants. Le dernier grand périple était en 2023 où on est en Amérique du Sud, donc durant 3 mois. On voulait partir 6, mais on est parti 3. Et là, voilà, le plus long voyage qu'on ait fait, ce n'est pas 12 mois, c'est 3 mois pour le moment. C'est 3 mois pour le moment, mais c'est déjà pas mal parce que franchement, moi, notre premier très grand voyage, c'était un voyage de 2 mois. Et à l'époque, je me disais, mais voyager 2 mois, c'est un truc de fou. Donc là, évidemment, comme on revient de 12 mois de voyage, forcément, les choses sont remises en perspective naturellement. Mais en vrai, voyager 2-3 mois, c'est déjà un truc de fou. Et il y a peu de personnes qui se l'autorisent. Donc, c'est déjà incroyable. Et c'est déjà aussi suffisamment long, je trouve, pour se rendre compte de ce que c'est qu'un voyage au long cours, les différences que ça implique avec juste des vacances. Alors, je mets juste entre guillemets, bien sûr.
Mais voyager plusieurs mois, c'est quand même un tout petit peu différent et c'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui. On avait beaucoup de sujets, je pense, à partager ensemble. On en a choisi un qui allait brosser peut-être un plus grand ensemble de tous les sujets qu'on voulait aborder au sujet du voyage au long cours. Donc on va parler un petit peu aujourd'hui des inconvénients de ces voyages au long cours, de ces voyages longue durée et malgré tout, pourquoi on y va. Parce que quand même on y va et quand on revient, on voudrait repartir. Donc il y a quand même des points positifs. Mais on s'est dit toutes les trois qu'il y avait quand même un certain nombre d'inconvénients, je veux dire, des points négatifs dont il faut avoir conscience quand même avant de partir pour que ça se passe au mieux. Et donc, ça va être le sujet principal du jour. Je ne sais pas qui veut commencer l'une ou l'autre au sujet de la charge mentale. Moi, j'en avais déjà parlé dans une capsule pendant notre tour du monde. Et c'est un peu sur ce sujet-là que vous êtes venues me trouver toutes les deux. La charge mentale en voyage, c'est un sacré truc. Stéphanie, tu veux commencer ? Allez, je me lance. En effet, c'est un vrai sujet qui, je pense, s'anticipe pas beaucoup à l'avance, même si on se dit que voyager 1 an, qu'on imagine qu'on doit faire l'école, qu'on doit faire son sac et défaire son sac tout le temps, organiser, planifier. On se le dit avant de partir, mais quand tu le vis, c'est toujours différent. Et évidemment, sur plusieurs mois, à un moment donné, cette charge mentale devient de plus en plus intense, de plus en plus difficile aussi parfois à gérer. Et donc, tu découvres vraiment l'ampleur courant du voyage. Moi, je trouve que pendant notre voyage, au début, moi, ça allait. J'étais tellement, je crois, prise par l'intensité de ces découvertes, de cette aventure, qu'il n'y avait pas de souci. Vraiment, l'énergie était là. Et je ressentais pas tant au début cette charge mentale. Je dirais qu'elle est tout de même vraiment fortement arrivée au bout de nos 9 mois de voyage, où là, j'ai vraiment eu une sensation un petit peu d'épuisement, même parfois psychique, parce qu'on parle beaucoup aussi de charge mentale au quotidien, dans une vie routinière. Et clairement, elle existe aussi beaucoup dans une vie routinière, mais en voyage, elle existe aussi d'une autre manière. Et ça, on le découvre. Et c'est vrai qu'en fait, cette charge mentale, elle vient du fait qu'on est tout le temps en stimulation permanente, déjà par le fait de découvrir plein de choses tous les jours, de changer régulièrement de ville, de changer de pays, de changer de langue, de manière de manger, etc. Donc il y a une surstimulation, premièrement. Et puis il y a aussi ce côté en fait, de toujours planifier, de toujours organiser, de toujours penser à ce que tu dois visiter demain, où tu dois dormir le lendemain, et ensuite après-demain, quel avion et à quelle heure, etc. il décolle. Donc, tu es tout le temps en train de tout petit peu d'essayer de prévoir la suite tout en étant en essayant de profiter aussi du présent et de tout ce que tu vis. Donc, il y a aussi ce côté-là qui est assez oppressant au bout d'un moment, forcément, quand on est sur du long terme. Les quelques premiers mois, ça va encore, et puis petit à petit, on commence à s'épuiser. Et puis, moi, j'ai trouvé aussi que voilà, le sujet qui était pour moi, je crois, le plus difficile, c'était l'école en voyage. On en reparlera juste après, je pense, Ça marche. de l'école. Tu dis que pendant à peu près 9 mois, c'était supportable. En tout cas, tu n'en as pas souffert et tu as accueilli un petit peu toute cette charge avec plaisir. Rose, ça a été la même chose pour toi ou pas ? Parce que 9 mois, je trouve ça fou. Alors, moi, en fait, on est toujours parti 1 mois. Et honnêtement, un voyage 1 mois à l'avance, je suis quelqu'un qui organise tout. C'est-à-dire que du premier jour au dernier jour, je sais où on va, ce qu'on fait, l'itinéraire, les activités. Limite, j'ai déjà les numéros des guides, etc. Donc, j'avais pas vécu cette charge mentale-là en voyage, sauf quand on est parti 3 mois. Où là, j'avais fait pareil pour les 3 premières semaines. Puis rien ne s'est passé comme prévu au bout de 3 semaines. Enfin, j'ai fait une chute, je me suis retrouvée en fauteuil roulant, la catastrophe. Donc du coup, tous nos plans ont changé. Et on s'est retrouvés au Pérou, c'était pas prévu à ce moment-là. Donc rien n'était cartographié. Et là, il a fallu commencer à organiser tout effectivement au jour le jour. Et là est venu aussi un nouveau rythme de voyage parce qu'en fait, tu peux pas voyager pendant 3 mois, 6 mois, 9 mois au même rythme que tu fais pendant 3 semaines. Alors c'est tentant de vouloir cocher toutes les cases et faire plein de choses, mais cette surstimulation perpétuelle, même si elle est positive parce que tu découvres plein de choses et que c'est vraiment enrichissant et puis grisant, mais il y a un moment où ça fait beaucoup en fait, il faut digérer. En fait, j'ai l'impression que j'avais jamais le temps de digérer ce que je vivais. Et puis le fait que en plus j'ai été accidentée, on a dû organiser les choses différemment.
On s'est rendu compte que c'est moi qui gérais beaucoup de choses dans l'organisation de voyage parce que ça avait toujours été comme ça. Moi, je voyageais avant mon conjoint et je l'ai initié au backpacking, mais il ne me connaissait pas. Il partait tranquille à La Réunion en location de vacances. Ça lui allait très bien avant de me connaître. Donc, en fait, effectivement, est venue toute cette organisation, me rendre compte que c'est moi qui gérais tout ça, qu'avec la douleur et l'incapacité que j'avais, c'était très compliqué. Et puis, moi, je l'avais pas forcément anticipé parce que notre charge mentale est tellement intense dans notre quotidien. On a des enfants, donc on a un enfant neuroatypique. C'est vrai que je vais pas préciser, mais on a donc deux enfants, trois enfants, pardon, mais deux enfants, on va dire standard et un quand même qui en vaut quatre. Et du coup, dans notre vie au quotidien, honnêtement, c'est très intense. On frôle le burn-out parental à tout moment. Donc, nous, partir, en fait, c'est se libérer de tout ça. C'est pas se libérer de nos enfants parce qu'on est H24 avec eux et ça reste, j'ai coutume de dire, les mêmes, mais avec un décor de carte postale. Mais par contre, on se libère de la charge, alors pas de l'école, on va en parler, mais la charge de tous les rendez-vous. Alors, nous, on a beaucoup de rendez-vous médicaux. L'école, c'est heure fixe, donc il faut se lever tous les matins à telle heure, il faut aller au travail, il faut les rendez-vous aussi, tous les entraînements. Mes enfants font beaucoup de sport parce que c'est nécessaire aussi à leur bonne santé mentale et à la mienne. Donc du coup, ils font 3 entraînements par semaine, les compétitions tous les week-ends. C'est très très intense. Donc c'est vrai que quand on part en voyage, on se libère de ça. Et moi, je pars en voyage parce que j'ai besoin de cette pause-là de charge mentale. Mais une autre est arrivée. Et c'est un voyage, c'est pas des vacances, c'est clair. Est-ce que tu pars en voyage parfois en te disant que tu auras plus de temps aussi pour toi, vu que déjà votre quotidien, déjà le quotidien d'une famille avec 3 enfants, même sans neuroatypie, c'est déjà bien rempli. Donc, vous ajoutez aussi la neuroatypie qui est des rendez-vous médicaux, etc. Donc, votre quotidien est très, très rempli de rendez-vous, d'heures fixes, comme tu dis. Ça, moi, je trouve personnellement que c'est assez pesant. Et j'ai été ravie de trouver ça, effectivement, pendant notre long voyage, un peu plus de liberté au niveau des horaires. Mais est-ce que tu te dis, du coup, que ça va te donner un petit peu d'air et du temps pour toi, pour te ressourcer, te régénérer toi ? Alors, j'ai jamais pensé que ça me donnerait du temps pour moi, mais par contre, ça me donnerait du temps pour mes enfants. J'ai l'impression dans mon quotidien de manquer de temps pour mes enfants, en fait. De temps de qualité, je parle avec eux. Je passe ma vie à leur dire dépêche-toi, on est en retard. Je passe mon temps à leur dire fais vite, accélère, ou même pousse-toi parce que là, tu es dans mon chemin et que je dois me dépêcher. C'est très maltraitant, en fait, le quotidien. Lambda. Et du coup, j'ai plus ce sentiment-là que c'est une bouffée d'air pour nous parce que lever de toute contrainte, les contraintes, on les choisit. C'est-à-dire, si on n'a pas envie de se lever le matin, clairement, et de ne rien visiter, on peut le faire en voyage. Attention, l'envie fait qu'on a envie de découvrir les choses, mais ça reste un choix. Et au quotidien, j'ai pas l'impression d'avoir ce choix. C'est un peu marche ou crève, quoi. Vraiment, le sentiment que j'ai dans notre quotidien. Et du coup, ça m'offre cette bouffée-là. Alors, j'emmène toujours un livre en espérant pouvoir le lire. C'est rare que j'y arrive. Je reconnais que, à force, je me fais une raison, je remets une liseuse. Au mieux, ça servira à mes enfants. Mais moi, je me fais pas d'illusions. Mais par contre, ça me donne une bouffée d'air parce que je fais les choses au temps presque que j'ai choisi. Si on mange à 15h, on mange à 15h. Si on se couche à minuit, on se couche à minuit. Si demain on se lève à 10h, on se lève à 10h. Il n'y a que le jour où j'ai vraiment envie d'aller voir un lever de soleil ou un coucher de soleil où on va s'imposer quelque chose. Mais ça m'offre, oui, ce temps-là, en tout cas, que je choisis. Mais pas du temps pour moi. Non. J'ai 3 enfants, j'en ai pas, même aux toilettes. C'est fichu. Steph, tu partages aussi ce sentiment ? Moi, effectivement, le voyage, je l'ai jamais vu non plus comme étant pour prendre du temps pour soi. En fait, moi, je fais vraiment une distinction aussi un peu entre, tu sais, vacances et voyage aventure. Et nous, on a toujours été de ceux qui plutôt choisissaient le côté voyage aventure. Donc, finalement, on n'est pas le côté se détendre, lire un livre au bord de la piscine, ne rien visiter, plutôt être en bord de mer. On a toujours besoin d'être un peu en action. On est un peu hyperactif, je pense, dans la famille. Et donc, on a besoin de bouger. Donc, ce voyage, je le voyais déjà comme vraiment une aventure. Et je savais déjà avec le prisme de te dire, de toute façon, là, tu pars pour 12 mois, 24 heures sur 24 avec ta famille. Je me suis dit, de toute façon, je le vois pas le temps perso. Je pense pas que j'en aurai. Mais je rejoins Rose aussi dans ce qu'elle dit, c'est en revanche avoir un temps de qualité et surtout, je dirais, la disponibilité vis-à-vis des enfants. Parce que tu as complètement raison, Rose, dans ce quotidien, moi, que je trouve oppressant et écrasant, tout est timé et et tourne autour du timing en permanence. Et je trouve qu'on n'a pas le temps de lever la tête, de respirer.
Et en voyage, en revanche, pendant cette année-là, on a vraiment eu le temps de le faire. Et ça, par contre, ça change tout dans le rapport avec les enfants, dans le rapport même à ton conjoint, à ta famille, parce que tu es disponible. Donc, ouais, je trouve que en ça, c'est ce que t'offre ce voyage-là, d'avoir moins de sollicitations, moins de contraintes. Comme tu dis, les contraintes, c'est toi qui te les imposes ou pas. Et cette liberté, elle change aussi un peu la donne, quoi. Le fait d'être au long cours fait que tu as du temps finalement pour faire les choses et les reporter au lendemain. Si tu as un voyage de 3 semaines, tu le vis pas pareil que quand tu pars plusieurs mois. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui sera peut-être fait demain. Et puis s'il l'est pas, d'autres choses merveilleuses m'attendent. Donc tu es libéré de ces contraintes-là, mine de rien. Et le temps, il semble allongé. Enfin, moi, j'ai vraiment cette impression que le voyage m'offre du temps. Mais totalement d'accord, Rose. Depuis que je suis rentrée, j'ai vraiment l'impression de courir après le temps. Il y a un côté de moi je trouve que les journées passent trop vite mais en même temps le temps est long, je sais pas comment dire. Et en voyage, il y avait comme une distorsion du temps où effectivement, mais en fait on avait ces 12 mois devant nous, ces mois devant nous et du coup on était beaucoup plus zen. Il y a quand même quelque chose qui m'interpelle dans ce que vous avez dit, c'est au niveau de la disponibilité. Nous, c'est quelque chose que nos enfants nous ont quand même assez souvent reproché pendant l'année, de pas être assez disponible pour eux, justement parce qu'on avait quand même un paquet de trucs à penser, de choses à réserver, de savoir comment on va à la prochaine étape, etc. Et que du coup, certes, on a passé du temps de bien meilleure qualité avec nos enfants que dans notre vie quotidienne, mais ils avaient l'impression que c'était pas assez. Et c'est vrai que quand même, assez souvent, je dois le reconnaître, on a dû dire « Attends, je suis occupée là, on a un truc à faire et c'est important, ça doit être fait ». Vous n'avez pas eu ce sentiment, vous ? Ça arrive effectivement parfois d'avoir ce sentiment d'être un peu indisponible au mauvais moment alors qu'ils te sollicitent. Mais en fait, nous, je sais pas après, dans notre parade, en fait, c'est qu'on essayait de faire toutes les choses un peu reloues, on va dire, quand ils étaient couchés. Alors même parfois ça dépendait parce qu'on partageait beaucoup de chambres ensemble, donc c'était pas évident. Ouais. Mais on essayait de le faire dans des moments où ils étaient censés dormir ou lire un bouquin ou être un peu plus tranquilles. Donc je dirais que qu'il y a eu quand même en tout cas pour nous et pour moi, cette sensation de me sentir beaucoup plus disponible. Et je pense que cette disponibilité-là, elle passe aussi par le fait que mentalement, je l'étais beaucoup plus que dans un quotidien à la maison, en routine, sédentaire, où effectivement on parlait des rendez-vous, des sports à accompagner par-ci par-là, du devoir à faire, toujours dans ta tête, toujours un tas de trucs qui tournent. Et même si là, en tour du monde, c'est aussi le cas, mais c'est des choses qui sont quand même différentes, je dirais quand même plus légères. Et cette disponibilité mentale, moi, je sentais que je l'avais beaucoup plus. Et est-ce que tu l'as perdu du coup au bout de 9 mois ? Tu nous disais qu'au bout de 9 mois, là, ça avait commencé à un peu te sauter au visage, tout ça. Alors, je pense pas que j'ai perdu cette disponibilité mentale. Je pense que l'épuisement côté charge mentale, moi, c'est senti surtout physiquement. Parce que je pense que cette aventure, moi, m'a porté, mais plus que jamais, tellement elle était importante, intrinsèque à moi. Je l'ai vécue à 100% depuis le début. J'accueillais tout ce qui venait de manière hyper positive. Enfin, tu vois, j'étais vraiment à fond dedans. Et je crois qu'à un moment donné, au niveau du corps, il y a eu un petit, ma petite cocotte, là, tu vas un peu trop loin, tu pousses un peu trop. Et donc, par contre, là, ce qui s'est ressenti à ce moment-là, c'est qu'on a ralenti le rythme et que on s'écoutait un peu plus aussi dans les besoins du moment. Tu vois, on s'est fait 4-5 jours dans un hôtel, on n'a pas bougé et on s'est reposé. Donc, ce qui est venu là, c'était plutôt le côté, allez, on se pose, on se repose et on arrête un petit peu d'être partout à la fois. Mais la disponibilité, elle s'est pas, je dirais pas qu'elle soit perdue comme ça en tout cas. Moi, je pense que je suis plus disponible aussi parce que dans le quotidien, je survis et en voyage, je vis. Enfin, tu vois, c'est pas la même notion. Et du coup, moi, je suis clairement heureuse quand je voyage. Enfin, c'est mon ADN. Je suis heureuse. Donc, forcément plus patiente, forcément plus positive avec mes enfants. Et je subis mon quotidien à la maison. Enfin, quand je te dis on est au bord du burn-out, je te mens pas. Hein. Donc, on a l'impression de subir. Donc, la moindre demande de nos enfants est quelque chose qui nous rajoute. Donc, forcément, on a envie de repousser ça de toutes nos forces en disant mais je suis déjà submergée, je suis déjà sous l'eau. En voyage, ils nous demandent des choses, ça nous paraît moins dramatique. Par contre, la charge mentale, elle est là. C'est-à-dire qu'il y a des choses à faire. Donc, quand il y a la lessive à faire parce qu'il n'y a plus rien à se mettre, effectivement, on leur a déjà dit non. Là, c'est pas le moment d'aller jouer dans la piscine. Nous, on peut pas. Là où moi, j'ai pu être frustrée, c'est que je gère malgré tout beaucoup de choses et que du coup, le papa, il avait ce côté ludique de passer du temps avec les enfants. Et là, à un moment, moi, j'ai dit, c'est pas cool. Parce qu'en fait, ils sont en train de s'attacher fort, fort à papa et puis maman, elle est là pour l'intendance. Donc, on a un peu rééquilibré ça.
et papa il allait faire les lessives et comme ça équilibrait. Moi je restais à la piscine avec les enfants. Donc ça permet aussi de rééquilibrer, d'exprimer ses besoins et je pense qu'on n'a pas le temps de le faire dans le quotidien. Enfin, on devrait tous avoir des conseils de famille de temps en temps pour équilibrer les choses, mais en vrai, on n'a pas le temps de vraiment se poser et d'exprimer chacun ses besoins. Et moi, en tout cas, et je pense que mon mari, c'est pareil, on a l'impression sans cesse de répondre aux besoins de nos enfants et de s'oublier. En voyage, par contre, moi, je suis là où j'ai besoin d'être. Et du coup, je pense que mes enfants s'en ressentent. Si moi, je suis heureuse, ils le sont. Et on dit toujours, si mes enfants sont heureux, je le suis. Mais il ne faut pas oublier que l'inverse est vrai aussi. Et quand les parents sont bien, les enfants vont bien parce qu'ils sont forcément plus disponibles. Donc ça, pour moi, ça me parle vraiment. Et donc, malgré toute la charge mentale, malgré toute la contrainte, je m'épanouis là-dedans. Mais c'est vrai que je voyage depuis très longtemps. Je suis aguerrie à ça. Donc voilà, on a pour projet de partir 6 mois et ça se passera, je pense, très bien. Mais quand j'entends des gens qui n'ont jamais voyagé partir en tour du monde, je me dis, mais quelle folie, vous savez à quoi vous attendre. Faut partir un petit peu 1 mois ou 2 pour voir ce que c'est parce que on en entend parler, mais faut le vivre pour comprendre que ah oui, il y a quand même tout ça à gérer. Le quotidien, il nous suit quand même un petit peu. Moins timé, mais il faut toujours laver le linge, il faut toujours aller à la banque chercher de l'argent, et il faut toujours trouver un restaurant, il n'y en a pas forcément là où on est, et ça plaira peut-être pas aux enfants, donc il y a des contraintes quotidiennes qui sont là. Mais moi, je me sens plus détendue pour les affronter. En tout cas, elles ne me submergent pas. Dans le quotidien, je me sens vite submergée. En voyage, pas du tout. Il y a pas grand-chose qui me submerge. Alors, ça m'est arrivé d'avoir des gros coups de mou en voyage parce que, notamment, on a eu des gros coups durs de santé où vraiment, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je disais, faut nous rapatrier, ça va pas le faire. Mais là, mon mari, il a pris la relève et je me suis dit, il est là aussi, il prend le lead et ça m'a rassurée énormément. Je me suis dit, on est 2 à gérer. Ça, c'est important aussi, c'est savoir quel équilibre il y a dans le couple parce que cette charge mentale, s'il y a qu'une seule personne qui la gère, je pense sincèrement que c'est pas fiable sur 12 mois. Enfin, je vois pas comment c'est possible. Surtout si on rajoute l'école. Pour moi, c'est impossible. Il y en a qui le font. Il y a des parents solos qui partent avec leurs enfants plusieurs mois. J'en ai déjà interviewé d'ailleurs. Après, oui, les 3 aventurières. Hein. Ouais. Je pense aussi à Fanny. Je me souviens plus son compte Insta. Elle était partie pour 1 an avec ses 2 enfants. Finalement, ils ont arrêté l'aventure au bout de 9 mois parce que ça devenait difficile pour tout le monde. Mais c'est vrai quand même que ces femmes-là méritent des médailles, quoi. C'est extraordinaire de porter ça toute seule, je trouve, parce que c'est fou. Il y a un truc, je trouve aussi, parce que la charge mentale, on en parle, on dit, OK, il y a les réservations, les hôtels, où est-ce que tu manges, comment tu y vas, qu'est-ce que tu visites, etc. Il y a l'école, on y viendra juste après. Mais il y a un truc aussi, je trouve, que Laetitia, justement, des 3 aventurières, avait dit quand je l'avais interviewée, c'est le fait que tu dois hyper souvent prendre des décisions. Comment tu vas à tel endroit, par exemple? Tu prends le bus, le train. Ce mec-là, tu lui fais confiance, tu le prends pour guide ou pas, etc. Et en plus, quand tu es une femme seule avec des enfants, je pense, si tu es un papa tout seul avec des enfants, c'est peut-être un petit peu différent le ressenti. Mais je trouve que c'est un max de décisions à prendre en permanence et il n'y a pas d'autre adulte sur lequel se reposer. Donc, tu dois vraiment... et ça, c'est un poids à porter sur ses épaules. Quand on le partage, évidemment, c'est plus facile. Mais même à 2, c'est des décisions tout le temps qu'on doit prendre. Et c'est un peu, je trouve, une charge mentale un peu invisible. Je partage, mais totalement ce que tu viens de dire, Flo. Moi, j'ai eu aussi une prise de conscience comme ça à un moment dans le voyage où je me suis dit, mais punaise, le nombre de décisions qu'on doit prendre et qui ont quand même parfois de l'importance, des vrais impacts, ce sont des vrais choix. Il faut quand même y réfléchir, mais en même temps, tu peux pas vraiment y réfléchir. Et en fait, d'un côté, alors, ça n'a pas toujours été simple, t'as raison, parce que c'est une forme de charge mentale invisible, parce que ton cerveau, il est tout le temps en train de se demander est-ce que c'est le bon choix, est-ce que c'est la bonne décision, mais finalement, est-ce que c'est bon de faire ça pour nous? Mais par contre, je trouve que ça m'a fait gagner en efficacité sur la prise de décision, ce voyage, mais vraiment. Et qu'aujourd'hui, je le vois avec Greg, il y a plein de choses où en fait, mais c'est clair pour nous, la décision, elle est prise très rapidement, tu vois. Et je crois que le voyage, il a participé aussi à ça. Et comment ça se passait, vous, au niveau de la répartition un peu des tâches, Steph?
Alors, c'est quand même globalement beaucoup moi qui ai porté, je pense, ce voyage, ce projet, parce que je pense que c'est un peu dans mon ADN aussi, comme le disait Rose. Moi, voyager, c'est ma passion. De manière générale, à faire vivre des projets, j'ai toujours été, quelqu'un qui avait besoin de projets et quand j'en commence un, en général, je vais au bout. Donc j'ai voilà cette poigne un peu aussi d'aller au bout des choses et puis j'adore, à la base, moi, je suis quelqu'un dans l'organisation, la planif, un peu comme Rose à l'époque, quand on faisait nos voyages différents avec Greg, c'est plutôt moi qui organisais tout ça parce que déjà pour moi, préparer, organiser, c'est une forme de voyage et j'adorais déjà quelques mois avant me mettre dans le bouquin, le petit guide du routard qui va bien, le Lonely Planet, machin, et me projeter dans mon voyage. Et une fois arrivée sur place, moi je suis de celles qui aiment bien un peu déjà savoir ce que je vais découvrir. Greg, il est complètement opposé, c'est de la team. Je débarque, je sais même pas ce qu'il y a à voir dans cette ville, je sais même pas si on va faire les incontournables, je te fais confiance, je te laisse voir. Mais tout de même, on a dû retrouver une répartition dans l'orga du Tour du Monde quand on y était, hein, surtout. Parce que comme tu dis, enfin, je sais pas si ça aurait tenu pour moi, si j'aurais pas explosé aussi avant, si c'était quand même que moi. Et donc du coup, la répartition qu'on a trouvée, c'est que moi j'étais vraiment sur la partie organisation itinéraire, pays incontournable, bon plan, hôtel, quoi qu'hôtel il le faisait aussi, Greg. Et lui, il était vraiment sur la partie transport, toutes les réservations de billets, d'avions, de transport, de bus, de voitures à réserver. Les hôtels aussi, quand même, c'était beaucoup lui. Donc, il avait cette charge-là de réservation. Moi, j'avais l'autre. Après, le compte Insta, c'est plutôt moi qui le gérais, mais j'avais quand même Greg qui me donnait des idées, qui m'aidait aussi un petit peu, mais dans la prod, c'était plutôt moi qui faisais. Donc, c'est comme ça qu'on a un peu, tu vois, réparti les choses. Et sur l'école, même si on en reparlera après, on faisait chacun notre tour, un élève chacun. Donc, on était vraiment là-dessus équilibré, quoi. On peut y aller du coup sur l'école, parce que c'est vrai que c'est un sujet quand même, quand on part avec nos enfants, il faut assurer une continuité. Comment ça s'est passé? Qui veut commencer pour nous raconter un petit peu les joies de l'école pendant le voyage? Bah, nous, on n'est pas partis à la mauvaise période, puisqu'on a choisi juin, juillet, août. Donc, à la base, on devait rentrer qu'à la Toussaint, donc on avait prévu de faire l'école. Mais comme notre garçon, notamment, a beaucoup de difficultés à l'école, on ne l'a jamais, même pendant les vacances. D'habitude, tous les jours, il y a au moins 1 heure d'école. Donc, c'est une habitude qu'on a et qu'on a gardée. Donc, on faisait l'école. Déjà, au mois de juin, on a fait l'école tout le mois de juin. Puis, comme il y avait quand même des lacunes aussi du côté de ma fille, on lâchait pas. Mais on avait décidé de faire 1 heure et demie par jour. Et en fait, on s'imposait pas un moment dans la journée. Et puis, on s'imposait pas non plus les 3 enfants tout le temps en même temps, en se disant comme ça durera qu'1 heure et demie. Si un jour il sautait pour l'un et qu'on se concentrait de qualité sur l'autre, on trouvait ça bien. Voilà, Loan nous prend globalement beaucoup de temps parce qu'il faut au moins 1 heure et demie à le convaincre de se mettre déjà assis sur la table. Donc, c'est une vraie réalité. Assis sur la qui, pour table. nous, a fait. Non, mais oui, oui, souvent d'ailleurs, allongé par terre, assis sur la table. En tout cas, près d'un endroit, il va travailler. Assis sur une chaise, mon fils, c'est compliqué. Donc, tu vois, c'est un lapsus révélateur. Mais du coup, rien que de le convaincre de se mettre au travail, ça met 1 heure et demie. Donc, c'est une bagarre pas possible au quotidien. Et là, donc, on a un projet donc, de tour du monde, entre guillemets, hein, parce que nous, pour cette raison-là, notamment, on ne prévoit pas de partir plus de 6 mois parce que c'est vrai qu'on ne le dit pas souvent, mais le tour du monde, c'est pas fait pour toutes les familles. Tout le monde ne peut pas. Alors, on pourrait parler du côté financier aussi, mais tout le monde ne peut pas partir 1 an. Et des enfants qui, voilà, comme les miens, scolairement, lâcher 1 an avec moi, je me sens pas du tout d'assumer la charge scolaire pendant 1 an avec Loan, vu qu'il ne se met absolument pas au travail. Il ne veut pas. Il le dit, il ne veut pas travailler. Alors que dans le cas de l'école, mine de rien, il fait les choses. Donc, on s'est dit, avec 6 mois d'école et 6 mois nous, ça doit pouvoir quand même solidifier des choses. Donc, si on part, ce sera en février 2027. Et dans ces cas-là, il va louper de février à juin. Et on va faire l'école, mais il aura l'assise quand même de septembre à janvier. On se dit que quand même, avec une assise de 5 mois d'école, on sera sur de la révision. On parie là-dessus. Mais l'idée, c'est de pouvoir prendre le temps un petit peu tous les jours et puis de se dire si pendant une semaine on fait rien. Moi, j'essaie de relativiser aussi vachement sur le fait qu'ils apprennent beaucoup de la vie aussi en voyage et que si on fait maths français, ça suffit. Mais après, ce n'est que mon avis. Mais les profs seront sans doute pas d'accord avec moi. Mais donc, on se concentre surtout là-dessus, mais on n'a pas l'expérience sur plusieurs mois. Ce qu'on sait, c'est que nos enfants avaient un meilleur niveau en rentrant qu'en partant, là, tu vois, en faisant pendant 3 mois l'école en voyage. Donc, puis qu'en quelques mois, ils parlaient un petit peu espagnol. Donc, c'est impressionnant la vitesse où ils apprennent, en fait.
L'école en voyage, c'est vrai que c'est drôle aussi parce qu'au début, quand on est partis, qu'on a annoncé qu'on allait partir 1 an, beaucoup de gens nous ont dit: «Oh, mais vous allez faire comment pour l'école? Mais c'est quand même, pas facile. Ils vont avoir le niveau et s'ils redoublent et tout ça». Donc je trouve que ce sujet-là, en tout cas, inspire un petit peu de crainte et de peur de beaucoup de gens, de beaucoup de parents. Et nous, en fait, c'était pas du tout un sujet, quand on est partis. L'école pour nous, c'était pas un frein. On allait, du coup, faire l'école du mieux qu'on peut, faire, voilà, vraiment, notre objectif, c'était de faire du mieux qu'on peut, mais on voulait pas se mettre, une surcharge et un stress par rapport à ça. Parce qu'en plus, dans les classes dans lesquelles sont les enfants aujourd'hui, donc Mila a fait son CP à distance et Adrien son CM1 à distance. Pour nous, il y a pas non plus de forts enjeux. Après, c'est vrai qu'on a quand même 2 enfants qui roulent bien, qui ont pas, de lacunes identifiées quand on est partis, donc on était plutôt confiants. Et on était de plein de bonne volonté. On s'est dit: «Bah, en fait, on va essayer de faire l'école, 1 heure par jour, le matin, avant de faire les visites et avant de voilà, de partir à la découverte et cetera». Donc on était un peu dans ce trip-là au départ et évidemment, mais dès les premiers jours de voyage, qui étaient donc au Brésil, on s'est rendu compte que ça ne tiendrait jamais de faire, ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire 1 heure, d'école par jour. On n'a jamais tenu ça d'ailleurs, hein, c'était, impossible. Donc on a adapté tout de suite le truc en se disant: «OK, on va faire du mieux qu'on peut et on va essayer de faire l'école», en général, ce qu'on faisait, c'était on va dire 2-3 séances d'1 heure, dans la semaine, ce qui est pas non plus énorme. Mais en fait, tu te rends compte aussi que quand tu es en one to one avec ton enfant, donc Greg était en charge d'Adriane et moi de Mila, on l'a suivi chacun un enfant dans l'année. Et en fait, quand tu es en one to one, quand même, tu gagnes vachement de temps aussi, donc les choses vont quand même beaucoup plus vite en termes d'apprentissage. Après, je dirais que les difficultés qu'on a pu rencontrer, c'est qu'effectivement, bah, les enfants parfois, ils avaient absolument pas envie et donc t'imposes un peu, tu es dans ce rapport, voilà de force entre guillemets d'imposer à ton enfant de travailler, mais t'es pas son prof, t'es son parent. Et nous en plus, ils sont dans une école en fait où il n'y a pas de devoirs aujourd'hui, donc on n'a jamais été habitué à faire les devoirs même avec nos enfants en France. Donc c'était une vraie découverte d'être dans ce rapport-là, et donc c'était dur de les mettre au travail parce qu'il y avait toujours mieux à faire, comme pour tout le monde. Et je crois que même les parents étaient les plus moins motivés, c'était nous avec Greg, où vraiment, mais on n'avait pas envie de faire cette école, mais on n'avait pas le choix. Donc on voulait quand même qu'ils gardent on va dire quand même des bonnes habitudes par rapport au travail, donc sans en faire un sujet majeur au long de l'année. On voulait pas perdre le fil, donc c'était quand même important qu'il y ait une régularité. Et là où je dirais que j'ai trouvé que ce qui a été voilà difficile, c'est d'assurer justement une sorte de régularité tout au long de l'année. Et en fait, on s'est retrouvés dans des situations où pendant genre 20 jours, ils n'ont rien fait. On n'a pas touché un cahier, ils n'ont pas lu quelque chose, ils n'ont rien écrit. On s'est vraiment retrouvés dans ces tunnels où on n'a pas réussi en fait à faire l'école. Manque d'orgas, manque de temps, toujours un autre truc à faire, fatigue, voyage, road trip. Et donc on s'est laissé en fait un peu embarquer dans ce truc de pas faire l'école. Et là, on a très vite remarqué aussi que c'était vraiment très mauvais pour les enfants en termes d'apprentissage, parce que les 20 jours de pause, moi je voyais avec Mila qui apprenait donc à lire, et ben en fait j'avais l'impression qu'elle avait presque tout perdu ce qu'on avait déjà appris avant, mais forcément manque de régularité. Donc voilà, on s'est très vite rendu compte qu'il fallait faire un peu tout le temps, même si c'était peu de temps, mais tout le temps. Mais on n'a jamais réussi à le faire non plus. Vraiment, ça a été très compliqué. Et du coup, notre idée, voilà, c'était de faire ce qu'on pouvait. On a vraiment axé sur le français et les maths. Pour moi, le reste, ils l'apprennent au cours du voyage. Et encore une fois, moi, je trouve qu'ils ont extrêmement beaucoup appris en termes de compétences relationnelles, et je trouve ça magique voilà d'avoir appris tout ça. Et là on est revenu, et je trouve que voilà, ils se sont bien remis dans l'école, il n'y a pas d'énormes retards. Adrien, il y a tout qui roule, il n'y a pas de souci, il est même franchement un peu presque en avance. Et Mila, je dirais que voilà, sur la lecture, elle doit gagner encore en fluidité, mais il n'y a pas de grosse alerte de l'école. Enfin, ils se sont bien réintégrés, donc vraiment malgré qu'on n'a pas fait tout parfait, ça va. Je pense quand même qu'il faut bien choisir les classes quand on part en tour du monde, parce que là, Steph, tu disais, ils sont tout petits, l'enjeu, il est pas foufou. Nous, la Erin, elle part en 5e, je me pose les mêmes questions que toi. Je me dis, allez, on restera sur français et maths, parce que de toute façon, le reste, ça va être compliqué. Au pire, on lui fera lire des Okapi ou des je sais pas quoi en rapport avec la nature. Mais voilà, on choisira peut-être, on téléguidera peut-être ses lectures vers des abonnements un peu éducatifs. Mais par contre, le petit, il sera en CE1, si je me trompe pas, oui. C1, CE2. Donc, en CM2, donc c'est une redite. Nous, l'idée, c'était pareil. Lohan, s'il était entré en 6e, on voulait absolument qu'il fasse sa rentrée en 6e.
qu'ils fassent 6 mois d'école et qu'après on parte. Donc dans tous les cas, on a choisi un peu un fonctionnement où ils vont tous pouvoir prendre le rythme de leur classe, le rythme un peu de l'école, aussi bénéficier de nos accès pronotes et de pouvoir voir ce qui se fait à l'école. Enfin voilà, devoir peut-être aussi créer un partenariat avec les profs, alors que si on partait en août, on n'aurait pas eu ça. Il y avait aussi une contrainte d'itinéraire qui fait que les pays qu'on veut faire, c'est plus facile de partir en février. Mais ça a joué voilà, dans notre choix. C'est pas vraiment le climat. Ce qui a joué quand même dans notre choix, c'est le moment où opportun de partir pour l'école de nos enfants. Donc ça reste quand même un vrai sujet. Il y a plein de gens qui disent ah non, faut pas partir sur le CE1, c'est une classe trop importante. Il vaut mieux partir sur un CE2 qui est une redite du CM1, sur un CM2 qui est une redite du CM1. Mais après, tous les profs ont un avis différent. Moi, je sais que j'ai plein de copines enseignants, il n'y en a pas une qui était d'accord. Donc faut choisir surtout en pleine conscience que ça va pas être facile, mais peut-être qu'il accrochera pas le wagon et peut-être que l'enfant redoublera. Et c'est pas très grave, c'est autre chose, c'est une autre parenthèse. Et si on avait envie de faire l'école, on fait de l'IEF, mais on part pas. Enfin, les deux sont quand même difficilement compatibles en faisant tout bien. Enfin, l'école, malgré tout, on va proposer 1 heure, mais comme tu disais, Steph, en one-to-one. Et moi, je vois tout ce qu'ils apprennent. Enfin, moi, si j'enlève tout ce qui est sport, classe poney, visite à la bibliothèque, tout ça, nous on le fait en voyage. Aller sortir à l'arboretum pour aller ramasser des feuilles pour voir ce que c'est un écosystème, on le fait aussi. Le volcan machin, comment il fonctionne, est-ce qu'il est effusif, on va aller les voir les volcans. Voilà, donc en fait tout ce qui est SVT, histoire géo, moi je suis sûre qu'ils se nourrissent tellement de ce qu'on vit que c'est pas essentiel. Par contre, effectivement, français maths, ça s'invente pas sur les routes. Ouais, et donc je peux juste compléter sur la 5e, si ça peut te rassurer. Au final, nous on a fait français maths, anglais, espagnol. Il a lu le programme, mais on n'a pas vraiment fait quand même. Enfin, on a fait 3 fois d'espagnol, donc on peut pas dire qu'on l'a vraiment fait. Mais il a acquis énormément de compétences de compréhension parce qu'il nous a beaucoup entendu. On a passé 3 mois dans des pays hispanophones, donc quand même, au bout d'un moment, il y a des choses qui rentrent. Mais tu vois là, il rentre en 4e, il y a aucun problème. Et il y a quelques petites notions de physique où on sent que ça se voit qu'il en a jamais entendu parler alors que ses copains, ils en ont déjà entendu parler l'année dernière. Donc, il y a des petites choses, il doit passer un tout petit peu plus de temps pour apprendre ces choses-là qui sont nouvelles pour lui. Mais en vrai, ça ne fait aucune différence avec les 3/4 de sa classe, parce qu'en fait, quand même, il faut bien avoir conscience de ça, c'est que les enfants dans une classe, nous, on est en one-to-one, on va lâcher notre gosse que quand il aura fini par comprendre, en fait, le sujet. Donc, à la fin, ils sont quand même en bien meilleure maîtrise du programme que des enfants qui sont un peu perdus, là aussi je mets des guillemets, mais qui sont dans un groupe de 25 ou 28, et l'enseignant ne peut pas s'attarder à ce que chaque enfant ait absolument tout intégré. Donc en fait, Alexis, les petites choses qui lui ont manqué, il les rattrape comme ses copains qui ont tout oublié et qui n'avaient pas acquis l'année dernière. Donc en fait, ça ne fait aucune différence. Et sur les matières qu'on a faites ensemble, pour le coup, il est plutôt en avance. Et puis je reste persuadée que ça leur permet des constructions neuronales qui leur permettent de rattraper leur retard après, parce qu'ils se nourrissent forcément intellectuellement de ce qu'ils vivent. Et puis ça leur donne aussi le goût de l'effort. Moi, je sais qu'on fait beaucoup de choses en voyage, on leur impose des choses comme marcher beaucoup. Et ce goût de l'effort-là, ça apporte le goût du travail aussi, le goût des choses pas faciles, mais qui derrière apportent des choses positives. C'est des valeurs en fait, plus que d'ailleurs des constructions neuronales, c'est des valeurs de vie. Et je pense que voilà, même si retard il y a entre guillemets, ça se rattrape très vite. Je vous propose qu'on passe à un autre sujet. Vous l'avez rapidement survolé, touché du doigt dans vos précédentes interventions. C'est un peu la vie de famille, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Souvent, on part en voyage. D'ailleurs, vous l'avez dit aussi, on part pour un peu se donner une bouffée d'air et la liberté d'avoir du temps de qualité en famille. Est-ce que c'est absolument toujours aussi merveilleux ? Alors moi, vraiment, je me souviens très bien d'une phrase que j'avais dit quand même avant de partir. J'avais dit à une copine, elle me l'a rappelé là quand on s'est vu ce week-end, elle me dit alors finalement comment ça s'est passé le H24 ? Parce que je me souviens que quand tu allais partir, tu en avais peur. Et c'est vrai que j'avais formulé le fait que voilà, de la promiscuité permanente, j'avais quand même un peu les souvenirs du Covid, je m'étais dit punaise, on va être tout le temps ensemble, etc. Bon, le Covid c'est quand même différent, on était enfermés, là c'est qu'on n'est pas enfermés. Donc j'avais cette crainte quand même si au fond de moi, je savais aussi que tous les 4, je pensais que ça allait fonctionner. Et c'est vrai que ça n'a pas loupé. En fait, le H24, tous les 4, honnêtement, dans la majeure partie du temps,
Ça a hyper bien fonctionné. Je crois qu'on a pris un plaisir incroyable à être ensemble tout le temps. Et d'ailleurs, depuis qu'on est rentrés, moi, ça me manque en fait parfois parce que chacun repart un peu à l'école, dans ses activités, dans son sport. Donc, on est moins dans le H24, même si on est à la maison ensemble. Il y a ce côté cocon qu'on avait en voyage qui n'est plus vraiment là et qui me manque énormément. Mais en fait, j'ai pris un plaisir dingue à voir grandir mes enfants, à partager des premières fois avec eux, à vivre des aventures dingues tous les quatre. Ça m'a tellement nourrie. Et puis encore une fois, c'est ce que je dis parce que les gens, chaque fois, ils ont hyper peur. Ils disent, mais putain, mais H24, mais moi, je pourrais jamais, je pense que je pourrais jamais faire un tour du monde parce que je peux pas supporter mes enfants, voilà, toute l'année, 24 heures sur 24. Mais il faut aussi se rendre compte qu'on est souvent dehors, qu'on est souvent en activité, que c'est pas le H24, on est à la maison, on fait pas grand chose, on est les uns sur les autres, même si parfois on est les uns sur les autres parce qu'on est dans des petits logements, on dort souvent dans les mêmes pièces, dans une chambre, etc. ensemble. Donc forcément, l'intimité aussi de couple, elle en prend peut-être un coup, mais au profit de la famille. Et moi, enfin, je trouve qu'au finalement, on l'a hyper bien vécu. Après, évidemment qu'il y a des moments qui ont été quand même difficiles, mais c'est pas ce que je retiendrai quand même tout le long. On a eu quand même avec Greg 2-3 pétages de câbles où là, je pense, fatigue, force de planifier, d'organiser. On avait un trop plein tous les deux et donc on a eu des pétages de câbles. Moi, je m'en souviens d'un, notamment au Laos. On était dans l'hôtel, le fameux hôtel où on s'était reposé. J'étais un peu dans l'épuisement justement de la charge mentale et là, mais j'ai pété un câble comme jamais avec les enfants parce que ça n'allait pas et j'en pouvais plus. Mais c'est quand même assez épisodique par rapport au plaisir qu'on a pris d'être tout le temps ensemble. Et encore une fois, et je crois que vous l'avez fait aussi, hein, de toute façon, Flo, mais la promiscuité, on l'a vraiment, vraiment vécu quand on était en Nouvelle-Zélande, en van, dans 7 mètres carrés. Là, je peux vous dire qu'on a vraiment été à fond dans ça et finalement, on en garde un super bon souvenir, quoi. Ouais, tu vois, nous, je dirais pas ça, moi, comme exemple de promiscuité. Et pourtant, on a aussi passé 3 semaines. Bon, nous, c'était en Australie, le van. On a aussi passé 3 semaines dans, 6-7 mètres carrés. Et c'était vraiment pas grand. Et pourtant, je sais pas, le van, chez nous, il y a un truc assez magique qui se passe et on adore. Et alors après, quand on est allé en Nouvelle-Zélande, qu'on a eu le camping-car, alors là, on avait l'impression d'avoir un palace, tellement c'était beaucoup plus grand. Mais nous, parfois, il y a eu des sujets, quand même, à être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ensemble, parce que nous, dans notre famille, on n'a pas tous les mêmes besoins à ce niveau-là. Moi, j'ai besoin de me retrouver seule, et pour le coup, le travail que je faisais, que je continuais pour Parents Voyageurs, me donnait des occasions d'être seule. Bon, après, je bossais, donc ça me ressourçait ou régénérait peut-être dans une moindre mesure, mais j'ai besoin de ça, et un de nos fils a aussi besoin de ça. Donc parfois, il y a eu des pétages de câbles à cause de ça, parce que c'est pas qu'on en avait marre de voir nos tronches tous, mais on avait besoin un petit peu d'air, quoi. Donc ça n'a pas toujours été simple à gérer. Chez toi, Rose, avec des enfants, au moins un neuroatypique, il a aussi des besoins particuliers. Tu nous en avais déjà parlé dans un précédent épisode de podcast. Qu'est-ce que tu en tirerais et comment t'envisages du coup le prochain long voyage à 5? C'est rigolo que tu dises au moins un, parce que clairement les 2 autres sont pas étiquetés parce qu'ils posent moins de problèmes, mais bon. Disons que c'est très bruyant chez moi, ma famille. Globalement, c'est très, 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 très bruyant. Nous-mêmes, on crie pour se faire entendre. Et moi, ça m'épuise parce que je sens que les chats font pas des chiens et que j'ai aussi besoin d'avoir ma bulle de temps en temps. Et que mes enfants ne sont pas à côté de moi, ils sont sur moi. C'est-à-dire vraiment, ils me grimpent dessus, ils mettent la tête sur mon épaule. Il y a un moment où mon espace vital, où je dis j'ai besoin d'air. Mais ce que tu disais, Steph, est très juste. On n'est pas à l'intérieur, on est dehors. Du coup, ils peuvent faire tout le boucan qu'ils veulent. En fait, en soi, ils peuvent crier, ils peuvent chanter. Enfin, des fois, on est en plein désert, il y a personne, quoi. On est en train de randonner, Du coup, je suis pas tout le temps en train de leur dire de se taire. Je leur demande éloignez-vous, avancez un peu. Et du coup, j'ai mon espace. Et bizarrement, j'ai aussi du temps avec Jean-Yves, que j'ai pas du coup. Parce qu'ils sont en train de marcher eux à leur rythme, de se raconter leurs petites histoires. Et puis on a 5 minutes, mais on a quelque chose qu'on n'a pas d'habitude, donc ça me convient. Après, ce qui est plus difficile dans le 24 heures sur 24, c'est qu'effectivement, nous on doit quand même s'adapter au fait que il y a un inconfort à changer tout le temps. Alors c'est pour ça que je disais des fois c'est pas fait pour toutes les familles, c'est que on change tout le temps de logement, faut se réhabituer tout le temps à une nouvelle monnaie, à un nouvel environnement, une nouvelle langue, même une nouvelle ville. Puis on passe d'un seul coup, on est dans une ville très grande, je sais pas, on peut être à Bangkok, et puis juste après on peut être dans un parc national où on dort en tente. On est dans un inconfort permanent de c'est jamais comme on a l'habitude. Les sommiers sont durs, on dort pas bien. Enfin, il y a une espèce de fatigue comme ça où les enfants n'arrivent pas à s'endormir parce que le lit il est trop dur. Donc on est en plus dans la même chambre quasiment tout le temps. Donc il y a quand même ce côté-là où on se plaint de trucs mineurs, mais mine de rien, on se rend compte que
même si c'est pas ce qu'on retient du voyage, il y a un manque de confort permanent qui fait que, comme tu es dans l'inconfort, tu as une espèce de stress malgré tout, et en tout cas de toi, réponse à cet inconfort, à se demander qu'est-ce qui va se passer dans demain, voire dans 10 minutes. Et on n'a pas tous cette même réponse au stress. À la fois, à ce que nous infligent nos enfants quand ils sont, eux, un peu électriques, à qu'est-ce qu'on va faire, mais moi, j'ai besoin de savoir et je sais pas, et où est-ce qu'on va. Et donc, du coup, nos réactions nous s'opposent. Déjà, nous, quand nos enfants nous poussent à bout, nos réactions nous s'opposent avec Jean-Yves. Donc, c'est là où des fois, on se dit, oh là là, au quotidien, on a du mal à se retrouver. En voyage, comme c'est moins présent, parce qu'on s'est adapté, parce que maintenant on reste 3-4 jours à un même endroit, parce qu'on s'est rendu compte que le voyage au long cours nous correspondait plus aussi, en tout cas correspondait plus à Loane et à ses besoins, et ça se passe mieux et à être très différent, on est quand même complémentaires avec Jean-Yves. Donc moi je suis très sociable, j'ai besoin d'avoir plein de monde. Moi si je rencontre, j'ai en quête de rencontrer d'autres voyageurs par exemple. Lui il préférait rester notre petite cellule, nous 5, alors que moi j'ai besoin, je me nourris de rencontres, d'échanges, de partage. Donc on est très différents, mais chacun respecte l'univers de l'autre et puis vient aussi équilibrer le besoin de l'autre. C'est-à-dire que moi peut-être que j'imposerais trop de soirées entre voyageurs, trop de rencontres, trop de visites, et lui il est là pour équilibrer le truc. Et en fait je me fatiguerais peut-être moi-même, et en fait il temporise ça. Donc voilà, je pense que le prisme familial il est assez équilibré malgré tout, mais sur le papier on n'est pas fait pour voyager longtemps. Enfin clairement, on fait partie des familles où on n'est pas fait pour ça. Mes gamins, ça reste les mêmes ailleurs, mais je trouve que le fait qu'on ait plus de disponibilité mentale, comme on parlait au début, plus de temps de qualité, un autre stress, un inconfort permanent où on n'est pas forcément, on est sur le qui-vive quand même, mais c'est pas la même chose que le quotidien, ça permet quand même de dénouer pas mal de tensions. Voilà, nous aussi, il y a eu des pétages de câble, mais en même temps, qui n'en a pas? J'ai envie de vous dire, faut relativiser. Moi, je suis toujours très admirative de ceux qui partent un peu sans se connaître. Moi, quand j'ai connu Jean-Yves, je voyageais beaucoup, et en fait, au bout de 3 mois après notre rencontre, je partais au Sri Lanka et je lui dis, mais tu ne viens pas avec moi, tu n'es pas prêt. Tu n'as jamais voyagé comme ça. Je dis, si tu viens, on se sépare. Enfin, c'est clair, tu n'es pas prêt. Et je pense qu'il faut être prêt au voyage quand même en itinérant et en backpack. C'est pas des vacances, c'est pas pareil. C'est un inconfort, quand même qui est permanent. Et j'aurais du mal à le décrire, mais faut être préparé à ça. Les gens qui n'ont jamais voyagé avant, qui d'un seul coup partent en backpack. Il y a plein de gens comme ça qui, au bout d'un mois, 3 mois, disent, ah, mais quand même, c'est pas ce que je pensais. Et oui, c'est quand même. Toutes les familles sont différentes, mais la promiscuité, l'inconfort que crée le voyage en backpack, et il faut bien connaître son couple, je trouve, et sa famille, et être complémentaire et être à l'écoute des besoins des uns et des autres. Steph, tu voulais réagir? Je te rejoins complètement, Rose. Et nous, on fait partie des profils voyageurs avant le tour du monde. C'est-à-dire qu'avec Greg, on avait déjà voyagé énormément à 2. Donc, on se connaît très bien et on sait qu'on fonctionne très, très bien en voyage. Je crois qu'en fait, quand on en voyage tous les deux, c'est là où on est au summum de notre couple, à mon avis. Et ça s'est bien aussi vu et ressenti pendant le tour du monde. On a pris un plaisir vraiment incroyable d'être encore à partager de nouvelles aventures à 2, après 20 ans. Et j'ai trouvé ça extrêmement, vraiment chouette de vivre tout ça. Et il y avait un autre point sur lequel je voulais rebondir, c'est vrai que oui, et c'est clairement ça. Enfin, le confort, je veux dire, pendant 12 mois, non, faut quand même l'oublier. Parfois, franchement, je me souviens très bien, on se levait le matin, on n'avait pas fait les courses la veille, il y avait rien à déjeuner, donc tu démarres ta journée, t'as rien à déjeuner. On a quand même beaucoup mangé de pâtes et de riz, donc on n'a pas beaucoup très bien mangé pendant le tour du monde. Après, il y a ce côté effectivement où tu dors pas toujours dans les meilleures conditions parce que selon les logements que t'as, pas propre, sombre, etc. Et puis bon, un peu plus exotique, mais ça on le cherche aussi dans l'aventure quand on part en Amazonie ou ce genre de choses. Donc, il faut être prêt, à sortir quand même de sa zone de confort, gérer certaines peurs, etc. Et c'est vrai qu'il faut quand même être un peu dans cette âme, je dirais quand même, de découverte, de se laisser porter, d'être dans l'aventure, de s'adapter. Et tout ça, en fait, du coup, après, toi, tu prends, nous, en tout cas, on a vraiment pris beaucoup de plaisir. Et il y avait un troisième point aussi pour moi qui était dans une des difficultés que moi j'ai rencontrées pendant ce tour du monde et que je n'aurais pas imaginé aussi, c'est vraiment les transitions entre pays. Vraiment ce côté où, effectivement, quand tu fais un voyage vacances d'1 mois ou 2 pendant l'été, tu as le temps de revenir de ton voyage, tu digères, tu infuses ce que tu as vécu, tu te mets dans ton petit album, tranquille, etc. Là, en fait, tu enchaînes pays après pays. Et donc, à chaque fois, comme tu dis, ça te demande en fait une adaptation de tout instant. Ok, c'est quoi comme langue? C'est quoi la monnaie du pays? C'est quoi la conversion? Qu'est-ce qu'on mange là-bas? Du coup, c'est quoi la manière pour les hôtels et tout ça, etc. Comment on fait? Et donc, en fait, c'est tout un fonctionnement à réinventer qui sans cesse te demande de t'adapter. Et ça, parfois, effectivement, il faut être prêt à ça et c'est assez fatigant. Et moi, du coup, j'étais dans un truc où
Je sortais d'un pays où on était resté 1 mois, donc j'étais vraiment, ça m'avait infusé, enfin vraiment pris. Et puis il fallait passer à autre chose en balayant l'autre pays sans avoir vraiment déjà digéré ce que j'avais vécu, pensé à mon voyage, etc., etc. Donc j'avais toujours ce côté où j'avais du mal à rentrer dans le nouveau pays. Et je sais qu'il y a d'autres voyageurs qui le vivaient différemment, c'est-à-dire qu'il y avait l'excitation du nouveau pays, tout, alors que moi pas du tout. J'avais une énergie beaucoup plus basse, et c'était genre 4-5 jours après que je commençais à me mettre vraiment dans le nouveau pays et dans la nouvelle aventure. Et ça, je m'y attendais pas. Et ça m'a vraiment fait ça presque tout le long du voyage. Ouais, moi aussi. Moi, ça m'a fait exactement pareil. Et pour le coup, moi, je m'y attendais. C'était un petit peu une crainte que j'avais avant de partir. Mais en fait, je pouvais pas lutter. Enfin, même si je savais que j'allais avoir un petit coup de mou, que je l'anticipais, bon, bah, j'avais le petit coup de mou, quoi, à l'entrée dans le nouveau pays. Je l'ai pas eu à chaque fois, moi. Ça dépendait vraiment de d'où on venait, quand même, et de ce vers quoi on allait. Mais par exemple, au début, on a commencé en Indonésie. C'est un pays qu'on a adoré. On a adoré tout ce qu'on a fait là-bas. Et après ça, on a fait une petite escale de quelques jours à Kuala Lumpur. Ok, bon, c'était une mini parenthèse du coup. Et après la Thaïlande, tout me semblait quand même un peu plus fade. Enfin, je sais pas, j'arrivais pas à me mettre dedans. J'ai pas réussi à faire la transition tout de suite. Il a fallu qu'on switche complètement. Alors après, c'était dans nos premières transitions. Je pense que celle-ci a été la plus difficile. Après, j'ai peut-être appris aussi à un peu mieux le gérer. Mais c'est vrai que c'est un truc qui est pas si facile que ça, quoi. Moi, j'ai le sentiment pareil parce que déjà, quand on était au Pérou, Bolivie, ça y est, je commençais à parler espagnol. Les enfants commençaient aussi à aller ça ressemble quand même, Pérou et Bolivie, pour le coup, ça se ressemble. Commençaient à aller au restaurant, demander des choses tout seul. Voilà, on se sentait, on était bien imprégnés, puis on s'est tellement senti bien là-bas. Pourtant, qu'est-ce qu'on était en inconfort. Mais on s'est tellement senti bien. Quand on est arrivé au Brésil, déjà, ça parlait portugais. Donc déjà, moi, ça m'a mis une claque. Je me suis dit, mais mince, c'est vrai, au début du voyage, on était au Brésil déjà, ça parlait portugais. Donc là, il fallait que je me souvienne et en fait, je me suis rendu compte que je me souvenais pas il y a 3 mois avant que j'avais commencé à parler portugais avec eux. Et ce sentiment-là, en fait, de pas avoir le temps, plus même que de digérer, de savourer, j'ai envie de dire, le voyage, de ce que j'ai vécu, d'y repenser. Et je trouve que ça accentue le fait qu'au retour, et moi, j'ai eu que 3 mois, donc j'ose même pas imaginer pour vous, ça n'a pas existé. Le sentiment que ça n'a pas existé parce qu'en fait, comme t'as pas eu le temps de digérer ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième, et ben, tu restes presque, moi, je reste presque sur la fin du Brésil. C'était très clair et j'en parlais. Mais alors, la Bolivie, ça nous a tellement impacté que j'en parlais. Mais c'est vrai que du coup, ah, mais oui, on a fait ça aussi au Pérou. Ah, mais oui, on a fait ça aussi avant, là. Et je me dis, mince, ça manque de cette parenthèse, en fait. Et puis, à chaque fois, effectivement, quand tu changes de pays, tu as ces quelques jours d'adaptation. Moi, je pense que ce qui joue, c'est que je suis un type de voyageuse où je pourrais rester plusieurs mois sans me lasser d'un pays. Enfin, clairement, c'est presque le temps. Enfin, faites-moi partir 1 an, je vais avoir envie de faire 15 pays parce que j'ai 1 an et que j'aurais pas ça 2 fois dans ma vie. Mais je suis une voyageuse qui pourrait en faire que 3 en 1 an sans jamais me lasser. Et c'est ça aussi, je pense, qui joue sur le fait que j'ai presque un goût de trop peu quand je passe au pays suivant. J'ai encore envie de me délecter de tout ce que j'ai aimé. Et du coup, le nouveau, ben, il faut que je l'apprivoise. Et puis, quand enfin je suis bien, etc., imprégnée, bam, il faut changer. Et c'est là que je me dis, bah, c'est quand même un rythme particulier. On a beau dire que c'est du slow travel, c'en est pas. Enfin, la Polynésie, elle mérite 3 mois, le Brésil, il en mérite 4, et l'Indo en mérite 6. Et moi, je pense que je serais incapable de me lasser même au bout de 6 mois dans un même pays. Donc, ça joue aussi le type de voyageur qu'on est. Et c'est bien d'en prendre conscience aussi, alors soit pendant le voyage, soit avant de partir, de se dire, voilà, on n'aura pas forcément cette fenêtre-là. Et puis, quand on rentre, c'est comme si ça n'avait pas existé, quoi. C'est passé vite. T'as aussi ce sentiment, Stéphanie, que votre voyage, il n'a pas existé? Oh, tellement. Mais en fait, c'est ce sentiment, si tu veux, il te gagne à la minute à laquelle tu atterris à l'aéroport de France. Vraiment, et moi, ça m'a fait mal. Mais je me souviens très bien de l'avoir dit à Greg. Je dis, mais attends, mais mon cœur, on a fait ça pour rien. C'est quoi, voilà, on est rentré. Et j'ai l'impression que ça n'a pas existé. Et en plus, c'est vrai que, voilà, les gens te renvoient aussi comme si ça n'avait pas existé parce que il n'y a pas beaucoup de questions. Ah, c'est comme si on vous avait vu hier, ce qui est pas méchant, mais bon, du coup, c'est très particulier et du coup, ben moi, honnêtement, le retour, il est hyper difficile. C'est vraiment une vraie claque que je me suis prise et pourtant j'ai essayé de l'anticiper, de me préparer mentalement, de me dire, je sais qu'il y aura une fin, c'est pas grave, c'est le jeu et c'est comme ça. Mais en fait, les ressentis sont là et je peux pas les ignorer. Et du coup, bah, j'ai eu vraiment besoin de me remettre dans le voyage parce que la
la nostalgie, elle est clairement tout le temps là. Et moi, j'ai besoin de me dire, il a existé ce voyage. Et donc, j'ai besoin d'en parler. C'est pour ça que je prends beaucoup de plaisir aussi, voilà, d'en parler là avec vous toutes les deux, de le raconter, de me remettre dans les photos, de regarder mes différentes vidéos, parce que j'ai vraiment besoin de me le rappeler qu'il a existé. Ça me fait du bien. C'est un peu ma thérapie du moment. Alors moi, je trouve que c'est assez rigolo parce que moi, à aucun moment j'ai eu ça. J'ai jamais eu l'impression que le voyage n'avait pas existé. Par contre, c'est vrai que j'ai eu le sentiment que déjà 1 an, en fait, que tout à coup, c'était passé très vite. Alors que pendant le voyage, à aucun moment on s'est dit que ça passait vite, ou trop vite en tout cas. Et c'est vrai que tu arrives à la fin, tu te dis, bah oui, c'est fini. Et tu te dis, ouais, en fait, déjà 1 an, quoi, c'était fou. Et il y a un truc comme toi, comme ce que tu disais, Rose aussi. C'est vrai qu'on parlait beaucoup de l'Amérique du Sud en rentrant parce que c'était notre dernier continent. Et l'Asie, par laquelle on avait commencé, c'était, oui, c'est tellement loin. C'est très bizarre, en fait, de se dire, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vu, tous les gens qu'on a rencontrés là-bas. Très bizarre. Ça, par contre, et ce rapport au temps, moi, j'ai du mal un peu à mettre des mots là-dessus parce que j'ai l'impression que c'était il y a 15 ans et pour autant, bah non, c'était l'année dernière, en fait. Il y a 1 an, là, on arrive en Thaïlande et finalement 1 an, bah, c'est à la fois peu et beaucoup. Enfin, et c'est très, très bizarre. Ça, c'est un sentiment vraiment très étrange qu'on a. Le rapport au temps est complètement distendu, tordu dans tous les sens, à la fois pendant le voyage et finalement quand on rentre. Les filles, on a quand même passé en revue un certain nombre de désagréments, j'ai envie de dire, un peu d'inconvénients, de choses dont il faut avoir conscience quand même avant de se lancer dans une aventure d'un long voyage en famille. Au final, qu'est-ce que vous tirez de ce genre d'expérience ? Pourquoi on fait tout ça finalement ? Qu'est-ce qu'on va chercher ? Qu'on va chercher, moi, c'est l'ambition de vivre, en fait. C'est de vivre pleinement, intensément et de vivre ses rêves. Nous, c'est vraiment ce qu'on est venu chercher et de montrer à nos enfants que c'était possible et qu'on allait le faire et qu'on l'a fait. Donc ça, j'en suis très, très, très contente et très fière. Et ce qu'on en retire, pour moi, cette aventure, elle te change. Tu reviens pas comme quand t'es parti. Il y a quelque chose qui s'est passé en toi. Et je dirais que le principal apport, moi, en tout cas pour moi, pour nous aujourd'hui, c'est le côté en fait élargissement des champs des possibles et une vision beaucoup plus grande de la vie qui va nous pousser, je pense, à oser encore plus et à rêver encore et toujours plus grand pour vivre la vie qui nous inspire. Rose ? Je te rejoins, hein, Steph, c'est ouvrir le champ des possibles et puis se dire que on a tendance à dire qu'on vit qu'une fois. Moi, je dis non, on meurt qu'une fois. On vit tous les jours. Donc, tous les jours, faut bouffer chaque jour, quoi. Donc, oui, l'envie de voilà, tous les jours se nourrir de tout ce qu'on a, tout ce que le monde a à offrir, même si, effectivement, il y a toute cette vision écologique qui fait qu'on se dit, on rêve trop grand, là, quand même. C'est pas terrible. Mais je pense que tu en discutais, on en discutait une fois, Steph, tu disais qu'on fabrique une hormone du plaisir aussi pendant le voyage. Et je pense, moi, j'ai toujours tendance à dire, je suis piquée du voyage. Et il y a quelque chose qui se passe en voyage où j'ai une espèce de plénitude, hein, je me sens bien et c'est ça que je vais chercher. Hein. Quand je dis je suis piquée, c'est une vraie drogue parce qu'il y a quelque chose que je ne retrouve que dans le voyage ou à l'aventure. Ouais, je pense que je serais sportive, j'irais peut-être chercher dans le sport, mais je suis pas du tout sportive. Donc dans le côté aventure. Et ça, je l'ai pas dans ma vie quotidienne, ce qui fait que je me sens amoindrie. En fait, j'ai l'impression d'être la moitié de moi-même, presque l'ombre de moi-même quand je suis dans la vie. Et du coup, ça me pousse à repartir. Alors tout le monde me dit, mais la vraie vie, c'est ici. Mais je suis pas sûre de ça, en fait. Je suis vraiment pas convaincue. Maintenant, mon mari dirait ça, hein, la vraie vie, c'est ici parce qu'il est très cartésien et que voilà. Mais moi, en tout cas, là où je me sens vivre, c'est en voyage. Dans le quotidien, c'est plus de la survie. C'est pas en tout cas ce qui fait que moi, je m'anime et que j'ai l'impression d'être au meilleur de ce que je peux donner. Toi, tu disais le meilleur de votre couple est en voyage. Voilà, moi, en tout cas, le meilleur de moi-même, je pense, il est en voyage et il est dans déjà à la rencontre de l'autre et dans toutes les expériences qu'on vit. Et le fait de me mettre dans cet inconfort-là, des fois, il y a plein de gens qui me disent, mais moi, ça me donne pas du tout envie ce que tu fais. Hein. C'est pour ça que je disais, tout le monde n'est pas fait pour ce genre de voyage. Ça me donne pas du tout envie. Et puis là, tu me dis, oh là là, c'était sale, c'était pas adapté, ou t'as dormi dans un hamac, mais pourquoi tu t'infliges ça? En fait, moi, je m'inflige pas quelque chose d'horrible. Alors, bien sûr, j'ai mal au dos, j'ai mal dormi, mais c'est grisant. Je ne me l'explique pas. C'est hyper intéressant ce que vous avez dit toutes les deux. Et un peu pour conclure sur le sujet qu'on avait identifié quand on s'était parlé, genre est-ce que un long voyage c'est fait pour tout le monde ? Parce qu'on a l'impression, c'est toi Rose qui m'a dit ça, j'avais trouvé ça hyper juste. En gros, aujourd'hui tu vois tellement de gens qui courent et qui se mettent à faire des marathons, ça a l'air fastoche, pourquoi j'en ferais pas un ? Mais en fait, c'est pas du tout fastoche. Et on a un peu cette vision-là aussi finalement avec le voyage sur le long terme.
en plus en famille, parce qu'on en voit plein qui font ça. Peut-être à cause des réseaux sociaux, on peut facilement se renvoyer à l'épisode qu'on avait enregistré sur ce sujet toutes les deux, Rose, qui était hyper intéressant aussi. Du coup, on a l'impression que c'est plus que c'est facile. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui se disent c'est ce qu'il faut faire. Comme si c'était un aboutissement, un truc que tu dois avoir fait dans ta vie, c'est voyager longtemps avec tes enfants. Et moi, j'ai une amie, je pense qu'ils sont pas du tout faits pour ce genre de voyage, qui m'a dit ça aussi. Elle me dit, ah oui, quand les enfants sont plus grands, nanani, nanana, après, on pourra voyager comme vous. Mais je lui dis, c'est pas obligatoire. En fait, il y a pas d'injonction à faire ça. On s'en fiche. Fais-le que si vraiment ça t'anime, que si ça te plaît. Parce qu'en effet, il y a beaucoup d'inconfort. Vraiment. Et puis, il y a tout un tas d'autres choses là dont on vient de parler qui font que c'est pas facile. Et puis, c'est pas le côté pas facile qu'on voit sur les réseaux sociaux. On voit pas non plus toutes les familles qui sont rentrées plus tôt parce que finalement, elles s'attendaient pas à ça. Et je pense qu'effectivement, tout le monde ne veut pas courir un marathon, ça reste un exploit. Et tout le monde ne peut pas faire ce genre de voyage, ça reste un exploit aussi. Maintenant, on peut se donner les moyens effectivement d'accéder à ce rêve, mais tout le monde n'a pas les mêmes rêves. On n'est pas obligé d'avoir les rêves des autres. Chacun ses rêves. Certains, leur rêve, c'est de courir un marathon, chouette. Il y en a d'autres, c'est de faire le tour du monde, très bien. Et puis, si le rêve, c'est de nager avec les baleines, on fait 3 semaines de voyage, on nage avec les baleines, on n'est pas obligé de partir 1 an. Et ça, c'est important aussi de se dire que les rêves des uns, c'est pas forcément les rêves des autres et que c'est pas une fin en soi. Maintenant, je pense que ce qui joue beaucoup avec les réseaux sociaux, c'est que tout le monde a l'air très, très heureux en voyage. Les inconvénients dont on en parle peu en voyage. On n'a pas des mines très fatiguées, on est avec nos plus beaux sourires sur nos selfies devant des paysages grandioses. Donc, je comprends que ça donne envie, mais c'est un mode de voyage qui est intense et fait pour, en tout cas, pour être aussi épanoui que peuvent l'être Steph ou moi. Je pense qu'il faut que ça corresponde en tout cas à notre personnalité. Et certains se découvriront des âmes de voyageurs et c'est bien de tenter l'expérience. Mais peut-être que c'est ambitieux de partir direct sur 1 an quand on n'a jamais voyagé. En tout cas, moi, ça me paraît ambitieux. Beau conseil. Stéphanie, tu veux conclure ? Vraiment, évidemment, je partage tout ce que vous dites. Et nous, moi, ce voyage, effectivement, si j'en ai pris autant de plaisir, c'est que je crois qu'il y avait rien qui était plus important que ça. C'est là, quoi. C'est dans le cœur. Et comme dit Rose, moi, je me suis jamais sentie aussi heureuse que pendant cette année. Et on a vraiment vécu notre meilleure vie, vraiment, même si effectivement, il y a des inconvénients et c'est normal, en fait. Il n'y a jamais de situation parfaite. Et je veux dire, même en voyage, même si on a vécu notre meilleure vie, il y avait effectivement aussi un prix à payer parfois. Mais moi, j'étais prête à le payer et je suis encore prête à le repayer s'il faut qu'on reparte. Et j'espère qu'on va bien repartir de toute manière. Mais en tout cas, ce que je retiens aussi de ce voyage, c'est la liberté qu'il offre. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Et je pense aussi peut-être que c'est ça que les gens envient au travers de cette aventure. C'est que oui, pendant 1 an, on est quand même libre. Et ça n'a pas de prix. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette dose. Franchement, moi, je vous ai à la caméra. Une grande dose de sourire depuis le début de notre conversation. Et beaucoup de liberté, de joie et de bonheur à voyager, malgré des désagréments dont il faut avoir conscience, mais que quand on en a vraiment envie et quand ça nous anime, finalement, on arrive à passer au-dessus de tout ça. Merci beaucoup. Merci aussi, c'était un plaisir. Un immense merci à Rose et Stéphanie pour leur témoignage et le temps qu'elles m'ont consacré. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris 2-3 petites choses en tout cas et que ça vous aide à vous projeter si vous aussi vous prévoyez un long voyage en famille ou alors si vous hésitez, si vous savez pas si c'est fait pour vous ou pas. C'est vrai qu'il y a des désagréments, c'est vrai qu'il y a de l'inconfort, c'est vrai qu'il y a des inconvénients au voyage en famille en sac à dos, mais vous l'avez sans doute vu transparaître tout au long de cette interview. Ces 2 mamans voyageuses adorent ça, et même si elles se concentrent sur les points négatifs, elles en finissent par trouver que c'est super. Donc le long voyage en famille, en backpack, n'est peut-être pas fait pour tout le monde, mais en tout cas, une chose est sûre, il est fait pour Rose et Stéphanie. Si cet épisode vous a plu, dites-le nous. Comment ? C'est très facile. En mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si vous nous écoutez sur Apple Podcast et Spotify, en y laissant un petit commentaire, en parlant de cet épisode autour de vous et en le partageant sur les réseaux sociaux. Un immense merci. Je vous retrouve dans 2 semaines avec une nouvelle interview, mais dès la semaine prochaine avec un format un petit peu plus court. J'espère que vous serez au rendez-vous. Ciao !